Bonjour. On a tous nos héros. Moi, quand j'étais petit, j'avais plein de héros. J'avais Son Goku, forcément. Il était petit, il avait un sourire énorme, il était très énergique. Après, j'ai eu Schwarzenegger. Ouais, bon, très musclé, moins à l'aise avec le sourire, hein, on le sent un peu plus crispé. Après, j'ai eu Bourdieu, hein, sociologue français, moins musclé que Schwarzenegger, mais il réfléchissait énormément. Et j'aimais beaucoup sa pensée, ou j'ai beaucoup aimé parce que c'était un peu plus tard que Son Goku. Et ils avaient tous un truc en commun, ces gens-là. Ces gens-là, ils s'étaient tous battus. Ils avaient tout fait pour s'extraire de leur conditionnement. Ils avaient mérité leur sort et leur avenir. Et je trouvais ça admirable. Et ça me faisait beaucoup penser à cette scène, vous savez, d'un film qui s'appelle Total Recall, où Arnold Schwarzenegger se sort une immense puce du nez, là, une puce rouge, et il se la sort pour arriver à être libre, pour qu'on arrête de l'observer. Voilà. Et il avait mérité sa liberté parce que vraiment, il se l'était arraché du fin fond du cerveau. De la même manière, Arnold Schwarzenegger, c'est quand même quelqu'un qui est sorti de sa campagne autrichienne et qui a développé des muscles énormes, les premiers pectoraux mondiaux à pouvoir étouffer des buffles. Ensuite, il est devenu quand même gouverneur de la 6e puissance mondiale, la Californie, donc ça c'est quand même assez exceptionnel. Et en gros, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a des speeches de motivation de Schwarzenegger sur Internet. Pourquoi j'ai eu du succès. Et en gros, vous regardez le speech et vous êtes en transe. Enfin, le truc, c'est du délire. Quand vous sortez du speech, vous avez envie de vous mettre à parler anglais avec un accent autrichien accroché à la machette. Ensuite, vous avez envie de vous mettre à la gonflette, etc. Bon, ça dure qu'un temps, hein, je vous rassure. Et en gros, ça, tous ces gens-là, tous ces héros, tous mes héros de mon enfance, ils avaient du mérite. Et après, il y a des gens qui ont moins de mérite. Il y a par exemple le couple Turpin. Donc ça, c'est le couple américain avec l'instinct maternel et paternel hitlérien qui ont éduqué leurs 13 enfants dans leur cave en les laissant sortir une fois par an pour qu'ils se douchent, en les enchaînant au lit. Enfin, vous imaginez le truc sordide. C'était vraiment un drame affreux. Enfin, les enquêteurs s'en sont jamais remis d'ailleurs. Ils racontent les histoires, c'est vraiment horrible. Et eux, quand on voit leur cas, on se dit, ils sont le mal. Ils ont choisi le mal. Et en gros, quelle que soit la sentence qu'ils vont avoir, ils l'ont mérité. Et en fait, c'est sur cette même notion, un peu floue, de mérite, qu'on va baser plein de nos raisonnements, et notamment plein de nos justifications de... je suis dans cette école, c'est quelque part, je me suis battu pour y être. Si j'ai ce salaire, c'est... alors peut-être que c'est un peu injuste, mais en même temps, moi, j'ai travaillé pour l'avoir et je le mérite. Et quand on dit qu'on le mérite, ça veut dire qu'implicitement, on dit que d'autres le méritent moins. Ça, c'est un truc que moi, je trouve hyper important, c'est qu'en gros, nos méritocraties sont fondées, donc dans le système idéal qu'on veut tous, les méritocraties, hein, sont fondées sur cette notion de mérite. Et on dit méritocratie, c'est bien, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, on va avoir notre position sociale en fonction du mérite dont on va faire preuve. Et on dit méritocratie, on ne dit pas efficratie, parce que efficratie, ça serait un système où les gens les plus compétents et les plus efficaces à un poste donné seraient à cette couche-là. Et ça, on se dit bien que c'est injuste. Parce qu'en gros, la compétence, ça dépend vraiment de l'éducation qu'on a eue, de la famille dans laquelle on a été éduqué. Et si on trouve que la méritocratie, c'est plus sain, c'est plus juste, c'est parce qu'on se dit au fond de nous, ce truc, le mérite, tout le monde y a accès. Quel que soit ce qu'on y met derrière, on se dit tout le monde y a accès parce que si on veut être méritant, on peut être méritant. Et en fait, derrière ce tout le monde peut vouloir être méritant, il y a une autre croyance, un autre fondement de notre société qui s'appelle le libre arbitre. Et en gros, pourquoi on pense qu'une méritocratie est juste? C'est parce qu'en gros, on pense que tout le monde a cette capacité de choisir, de vouloir être méritant, parce qu'il peut faire appel à son libre arbitre. Donc prenons un choix classique, hein, moi que j'ai dans ma vie, parce que j'ai des grands choix à faire dans ma vie, c'est soit je vais manger un boboon hier soir, soit je mange un burrito. Grand choix s'il en est. Et on va essayer de faire une investigation de ce que ça veut dire le libre arbitre. Et je vous rassure, ça fait 2000 ans que les philosophes s'écharpent sur cette notion, c'est pas en 10 minutes qu'on va la résoudre. Mais je vous propose juste d'y réfléchir un petit peu plus que ce qu'on a l'habitude d'y penser, parce que je pense qu'il y a un grand débat hyper intéressant entre les philosophes, et en gros, j'ai juste l'impression, moi, pour m'y pencher un petit peu depuis quelques années, que ce débat hyper riche
qu'ont les philosophes ne ruisselle pas sur notre vision, nous, du monde et sur la capacité qu'on a à avoir du mérite, à ne pas en voir, etc. C'est comme si on ne s'était pas enrichi de ce débat alors que je le pense extrêmement riche. Donc, ok, le libre arbitre, il suppose, le libre arbitre au sens classique du terme, au sens où moi, je ressens que j'ai du libre arbitre, il repose sur deux choses. La première chose, c'est le fait que le choix, si on rejoue la scène plusieurs fois hier, dans la même situation, dans mon même état émotionnel, etc., etc., ben, il y a des fois, je vais choisir Boboon, il y a des fois, je vais choisir Burrito. Sinon, si à chaque fois je choisis Boboon ou si à chaque fois, sur les 1000 essais, je choisis la même chose, il n'y a pas vraiment de choix. Donc c'est hyper lié au déterminisme. Donc le libre arbitre, classiquement, il suppose qu'il y ait une petite indétermination. Premier concept nécessaire au libre arbitre. Deuxième concept, c'est le concept de la source ultime. C'est-à-dire qu'à un moment, cette indétermination, il faut que j'en sois l'origine, la source ultime. Parce que en gros, si l'indétermination vient d'un dieu qui me dit hey, « le burrito, franchement, il est bon », ben, de suite, ça fait moins libre arbitre. Hein. Donc du coup, il faut que l'indétermination elle vienne de moi. Très bien. Donc, reprenons, le déterminisme, pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec cette notion, c'est vraiment la notion que tous les événements, ils sont dus en vertu du principe de causalité. C'est-à-dire qu'en gros, tout événement est dû à des causes antérieures qui le déterminent complètement. Et en gros, la philosophie du déterminisme, ça veut dire que si on rejouait le Big Bang il y a 13,8 milliards d'années, avec les mêmes conditions initiales, 13,8 milliards d'années plus tard, il y aurait un sapiens en face de vous, en train de dire les mêmes choses, parler de burrito et de boboon, et vous auriez la même réaction. Ça veut vraiment dire ça, le déterminisme absolu. Donc ça, il y a aussi un grand débat, hein, est-ce que le monde est absolument déterministe ou pas. Ce qui est sûr, c'est que la science et la technologie, avec ce qu'elles prédisent, nous disent quand même que si notre société fonctionne comme elle fonctionne, c'est quand même qu'à un niveau macroscopique, le déterminisme est quand même extrêmement important. Donc la place pour que le libre arbitre se développe, elle est déjà assez immensément petite. Déjà, c'est la première chose. Mais prenons le meilleur des cas, que quand même il y a une indétermination qu'il est possible. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des événements qui jaillissent et qui sont indépendants de toute cause antérieure. Ça, c'est pas évident. Déjà, dans l'esprit d'un ingénieur, un événement qui sort sans cause antérieure, c'est déjà un peu bizarre. Mais acceptons que ça existe. Okay ? Donc maintenant, étudions le deuxième concept qu'il est nécessaire d'avoir pour le libre arbitre, c'est-à-dire la source ultime. Que nous soyons la source ultime de nos choix. C'est-à-dire que cette indétermination qu'il est possible peut-être, qu'elle vienne de nous, de l'intérieur de nous. Parce que si elle vient d'autre part, ben c'est moins du libre arbitre. Ok. Alors, prenons maintenant Boboon Burrito. Ok. Qu'est-ce qui pourrait influer sur ce choix? En gros, il y a 4 choses qui peuvent influer sur ce choix. Premièrement, il y a tous les facteurs extérieurs. Hein, le boboon était fermé, j'ai choisi le burrito. J'ai regardé un film où il y avait Son Goku qui se bafferait avec des baguettes et je me suis dit j'ai envie d'un truc avec des baguettes parce que ça me fait envie. Mon pote qui m'a parlé de son voyage au Vietnam, du coup j'ai envie de manger un boboon. Okay. Ça, c'est des causes qui sont extérieures à moi. Déterminées ou indéterminées, on s'en fiche. Elles sont extérieures à moi. C'est pas mon libre arbitre. Très, très bien. Après, il y a les facteurs internes, ma génétique. Hein, par exemple, j'ai les gènes que j'ai parce que mes parents sont rencontrés et je ne l'ai pas choisi. Ils se sont accouplés et après je l'ai encore moins choisi. Et voilà, j'ai les gènes que j'ai rien choisi du tout. Très bien. Ensuite, il y a un troisième facteur, c'est le caractère que j'ai développé, par exemple. Okay. Et là, il faut se dire une chose, c'est qu'au moment où je fais mon choix Boboon Burrito, mon caractère, il est ce qu'il est. Et je ne choisis pas de le reformater à la demande au moment où je fais mon choix. Au moment où je fais mon choix en fonction de mon caractère, qui est peut-être issu d'une évolution où j'ai eu un libre arbitre peut-être avant, mais là, en l'occurrence, au moment où je fais mon choix, je ne l'ai pas. Et il faut savoir aussi que le raisonnement qu'on a là pour le libre arbitre, eh bien, en fait, on peut l'avoir pour tous les choix antérieurs qui ont forgé mon caractère. Et si là, pour Boboon Burrito, on ne trouve pas de place pour le libre arbitre, on n'en trouvera pas avant non plus. Soit quatrième possibilité, la source ultime. Voilà, j'ai un truc en moi, une sorte de fontaine à indétermination, un truc d'où va jaillir des événements qui ont eu aucune cause antérieure, qui vont jaillir de moi et qui vont aller hop, plutôt Boboon, hop, plutôt Burrito. Et alors ça, il y a des gens qui ont un mot pour ça et disent c'est l'âme. Voilà, on a un truc immatériel en nous qui choisit voilà, d'où sort cette indétermination. Et c'est très bien. Mais en même temps, moi je me dis,
mais cette âme-là, à quel moment je l'ai choisie? À quel moment ce que je considère être moi a choisi l'âme qui est source de cette indétermination? Moi, je suis désolé, hein, à la distribution des sources indétermination, là, moi, j'étais pas là. Là, j'ai rien choisi du tout. Donc, du coup, au sens où j'entends libre arbitre, au sens où j'entends liberté, au sens où j'entends choix, je ne vois pas où j'ai du libre arbitre. Après, si on redéfinit les choses, je veux bien, mais au sens populaire de libre arbitre, au sens populaire de liberté, je ne vois pas où c'est qu'il y a de la place pour le libre arbitre. Donc pour moi, il n'est pas immensément petit, il est juste inexistant au sens où je l'entends, au sens où je le comprends. Et pour ça, il y a une histoire, moi je trouve, qui m'a fait passer de la compréhension au ressenti. C'est l'histoire de Charles Whitman. Donc, il y a un philosophe américain qui en parle, Sam Harris, je le cite parce que c'est important, il en a parlé, c'est lui qui a trouvé l'exemple et c'est hyper intéressant son travail. Et il parle de cette histoire. Donc Charles Whitman, donc c'est un jeune homme, voilà, plutôt bien propre sur lui. 25 ans, on est en 1966 sur un campus au Texas. Et il commence à tirer sur tout le monde. Hein. Ça n'a jamais été très safe de se balader sur les campus au Texas. Donc en 1966, ça ne l'était pas non plus. Du coup, il commence à tirer un peu dans le tas. Alors il tire sur une femme enceinte, il tire sur son copain qui se demandait si sa femme allait bien. A priori, les deux, ça ne va pas fort. Et en gros, ce qui se passe, c'est que la police fait ce qu'elle a à faire. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on retrouve des notes de suicide chez lui. Et en fait, quand on lit ces notes, c'est bouleversant. Vous les avez sur Wikipédia. En gros, il écrit que ça fait plusieurs mois qu'il a des pensées irrationnelles qu'il n'arrive pas à maîtriser et il ne comprend pas d'où elles viennent. Il dit qu'il a vu plusieurs médecins et que tous les médecins n'ont pas réussi à l'aider. Il dit qu'il ne comprend pas son geste, qu'il ne comprend pas pourquoi il a tué sa femme, parce qu'il retrouve sa femme aussi qu'il a tuée avant la fusillade. Il comprend encore moins pourquoi il a tué sa mère, qu'il aimait profondément. Il demande à ce qu'on réalise une autopsie sur son corps, suite à ces événements. Et il demande aussi, et ce que j'ai trouvé le plus fou, c'est qu'il dit j'ai une assurance, si ça fonctionne, je veux que cette assurance aille à une fondation pour la santé mentale, pour que ce genre de drame ne se reproduise plus. Et du coup, ils font une autopsie, et ils trouvent dans son cerveau une tumeur qui pressait sur l'hypothalamus, l'endroit où il y a notamment la gestion de la violence et du jugement. Et là, quand on entend cette histoire, on se dit, mais moi, si j'avais la même tumeur au même endroit, est-ce que je serais capable de maîtriser les comportements négatifs que ça induirait chez moi? Et ça, c'est un peu l'équivalent de dire, ouais, moi, Parkinson, je gère. Ouais, je branche pas. Moi, Alzheimer, non, je suis trop fort en orientation, ça ne me concerne pas, c'est pour les autres. Et alors, c'est hyper prétentieux de dire qu'on est au-dessus de ces déterminations-là. Ensuite, il y a une autre réflexion, c'est que je me dis, si l'ablation de cette tumeur, ça aurait pu changer son comportement, de la même manière que des médicaments vont changer les choix qu'on va faire, qu'est-ce que ça dit de notre libre arbitre quand on le fait, quand une intervention extérieure, que ce soit de la chirurgie ou la prise de médicaments, peut induire des changements dans nos comportements et dans nos choix? Et qu'est-ce que ça veut dire de ce que la médecine sera capable de faire demain et qui sera peut-être encore plus fine dans l'orientation de nos choix? Et ensuite, on se dit une troisième chose, c'est si moi j'avais grandi dans la peau, dans les gènes de Charles Whitman, que j'avais eu la même tumeur, que j'avais eu exactement les mêmes événements dans ma vie, est-ce que j'aurais été vraiment libre de faire autrement? Oui, parce que moi j'ai une âme qui aurait fait autrement. Oui, mais et si tu avais eu la même âme que Charles Whitman? Qu'est-ce qui se serait passé? Et je sais pas, moi en tout cas, dans ma définition de... Ça c'est le journal qui présente le drame. Voilà, j'avais oublié de le montrer. Et en gros, on se dit, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Moi, ça, dans la version que j'ai du libre arbitre, je ne sais pas si j'en ai. En tout cas, j'ai de sérieux doutes parce que je ne vois pas concrètement où il serait. Et ça fait beaucoup penser à cette phrase de Schopenhauer qui dit « L'homme peut certes faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut. » Et je ne dis pas ça pour dire on n'a pas libre arbitre, du coup on ne doit pas avoir de notion de liberté, de notion de responsabilité, etc., etc. Je dis juste que de repenser le libre arbitre, de vraiment essayer de faire une enquête sur ce que c'est le libre arbitre, de ce que ça questionne, de ce que ça remet en question
comment on redéfinit la notion de liberté quand on se dit qu'on n'a pas de libre arbitre. Je pense que c'est des choses hyper intéressantes et sur lesquelles il faudrait vraiment qu'on se penche. Parce que, en gros, il faut, pour moi en tout cas, je tire 2 conclusions de cette aventure ou de cette investigation sur le libre arbitre. Le premier, c'est que je pense qu'en tant que société, il faudrait qu'on voit les individus, les humains, comme des concours de circonstances qui les amènent à faire des choses qui vont dans un sens plutôt bien pour la société ou plutôt mauvais. Et que c'est juste à ce titre-là qu'il faut inciter et peut-être punir aussi. Mais pas parce que les gens sont foncièrement mauvais ou foncièrement bons, parce que juste on essaie d'inciter un concours de circonstances, parce que la seule chose que peut faire la société, c'est que ces circonstances, ou en tout cas les circonstances que la société maîtrise, fassent et orientent ce concours de circonstances qu'est l'humain, dans un sens qui est le bon. Et ensuite, la deuxième chose qui, je pense, est très importante, c'est que individuellement, ne plus croire au libre arbitre, ça implique aussi beaucoup d'humilité, parce que qui dit pas de libre arbitre, dit pas de mérite. Qui dit pas de mérite, dit pas de fierté. Qui dit pas de fierté, dit pas d'orgueil. Qui dit pas d'orgueil, dit pas d'arrogance. Et juste qu'on remplacera par une immense reconnaissance d'avoir la chance pour certains d'être là où ils sont et faire ce qu'ils font. Et du coup, j'en profite pour vous dire merci beaucoup de m'avoir écouté. Et merci immensément.